Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre première émission hebdomadaire disponible sur notre chaîne YouTube présentée par le Sporting 27. Alors le Sporting 27, avant toute chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous sommes une association étudiante qui a été montée en septembre par une dizaine d'élèves et notre objectif c'est tout simplement de faire partager notre amour pour le ballon rond dans un esprit de convivialité, de partage et tout simplement d'amour du sport en général. Vous pouvez donc nous retrouver sur notre chaîne YouTube à l'adresse Sporting 25, mais aussi sur notre page Facebook en tapant Sporting 27 dans la barre de recherche. Nous avons également un compte Instagram et un compte Twitter. Pour cette première émission, nous allons donc commencer par un tour de table des chroniqueurs qui sont présents aujourd'hui pour débattre. Évidemment, il y a d'autres membres dans l'association et nous allons donc faire inviter d'autres chroniqueurs à l'émission, mais nous allons faire tourner l'effectif un petit peu comme Rudy Garcia le ferait en Europa League. On commence tout de suite ce tour de table avec Karl Boulanger, supporter de l'OM et qui est venu nous apporter son analyse aujourd'hui. Salut Karl. Salut. On continue ce tour de table avec l'homme dijonnais mais fan inconditionnel de l'OM. Il serait prêt à rendre un rein pour voir Fekir à la Coupe du Monde 2018. Et il est prêt à jurer que Hichem Aouar est meilleur que Messi au même âge. Oussem, pardon, excusez-moi monsieur. Il serait prêt à jurer que Oussem Aouar est meilleur que Messi au même âge. Ouais. Voici le vice-président du Sporting 27, Léopold Terry. Salut à tous. Et enfin, on termine ce tour de table avec une supportrice du PSG qui a répondu favorablement à notre invitation. Voici Sarah. Bonsoir Sarah. Salut. On commence l'émission sans plus attendre avec la première rubrique dans laquelle nous analyserons les matchs du week-end en Ligue 1 avec un focus sur un sujet ou un match en particulier. Nous vous souhaitons donc la bienvenue chez nous. Une semaine un petit peu spéciale en Ligue 1 donc, puisque la 15e journée s'est déroulée mardi et mercredi soir pour des raisons de calendrier notamment. Mais nous allons quand même d'abord revenir sur la 14e journée et les matchs du week-end dernier, et notamment le choc attendu entre le PSG et Monaco. Monaco en Ligue des Champions sortait d'une lourde défaite à Leipzig, tandis que Paris venait d'écraser le Celtic 7-1. Mais on pouvait quand même s'attendre à une réaction des Monégasques qui devaient confirmer leur statut de champion en titre face au Paris Saint-Germain donc. Rien n'en a été ainsi puisque le PSG s'est imposé 2-1 assez facilement grâce à des buts de Cavani et Neymar côté parisien. On va faire un petit tour sur le match en commençant donc par Sarah qui est supportrice du PSG. Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Alors concernant ce choc de Paris Saint-Germain-Monaco très attendu, je pense que c'était un choc entre le premier et le deuxième qui était vraiment très important cette saison. Mais je pense quand même que Paris a réussi à chambrer Monaco, notamment la défense à 5 voilà, donc de Monaco. Et qu'on a eu quand même un Rabiot et un Draxler vraiment très impressionnant dans la défense technique. Voilà. Et je pense également qu'on a eu un très grand Neymar. Neymar serait peut-être même l'homme du match, voilà, puisque voilà, un but quand même de Neymar comme celui-ci, je pense que voilà, c'est pas négligeable. Ok, parfait. À la fin de la 14e journée, le classement était donc le suivant. Paris en tête avec 38 points, Lyon et Monaco deuxième avec 29 points, et Marseille quatrième avec 28 points. Mais la 15e journée qui s'est déroulée hier et aujourd'hui a totalement bouleversé la donne. Ce matin, en effet, le classement était le suivant, avec Paris toujours en tête avec 41 points, mais c'est Marseille qui s'est emparé de la deuxième place derrière avec 31 points, tandis que Monaco et Lyon sont troisième ex aequo avec 29 points toujours, et Nantes qui revient bien à la cinquième place avec 26 points. On va donc parler un petit peu des matchs d'hier qui ont été très importants dans le classement, en commençant par la défaite 2-1 de Lyon contre Lille à domicile. Léopold, toi qui es supporter lyonnais, pas trop dur ce matin? Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du match? Quel est ton point de vue sur le match? Ouais, effectivement, Arthur, une défaite fait jamais plaisir, surtout qu'elle intervient après une série de 7 matchs sans prendre de but et toute compétition confondue pour Lyon et 8 matchs sans défaite en Ligue 1. Donc ouais, ça casse un peu une série, mais honnêtement je suis pas inquiet, même si hier, pour la première fois de la saison, on a été un peu friable derrière, notamment Marcelo qui s'est fait déborder par Poncé un nombre de fois assez important. Mais très sérieuse équipe de Lille hier qui a enfin appliqué un peu la mise en place tactique de Bielsa, même si celui-ci n'était plus là. Et en soi, la défaite lyonnaise, elle s'explique surtout par un manque de réalisme. Et un Fekir et un War qui sont les deux leaders techniques qui ont été un cran en dessous, quoi. Donc du coup, pour le coup, Fria défensivement, c'est pas la première fois. Je me rappelle surtout, je crois, face à Dijon, il y avait un 3-3 ou face à Angers. Donc c'est un peu les travers du début de saison qui reviennent. Mais c'est vrai que côté lyonnais, il y a eu de l'amélioration. Et quand même, c'est pas la première fois que vous êtes friable défensivement. Ouais, j'entends, mais disons que par rapport aux saisons précédentes, il y a quand même Oui, une amélioration qui n'est c'est pas vrai. négligeable. C'était pas Et très il dur, y a ouais. Marcelo qui est un vrai patron défensif. Oui, c'est Quand on voit que ça joue avec Morel et Ngambiwa il y a quelques années encore. Bah, Morel, défensivement. il fait une bonne saison. Morel, il est là encore, mais bon, c'est c'est quand même là, Marcelo, c'est quand même une garantie supplémentaire qu'il n'y avait pas forcément avant et qui fait quand même du bien à Lyon. On a Diakabi qui pousse un peu et Touzard qui prend son rôle de remplaçant de Gonalon à Très merveille. très bien, à merveille, ouais. Et du coup, l'équipe qui profite de la défaite de Lyon, mais aussi de la défaite de Monaco dont on va parler, c'est évidemment Marseille. Marseille qui enchaîne avec une victoire à Metz, 3-0, et qui porte donc sa série à 10 matchs de suite sans défaite, dont 7 victoires, avec des buts signés Thauvin, Luis Gustavo et Ocampos. Karl, toi qui es supporter marseillais, ton regard sur le match et plus généralement sur la suite de la saison marseillaise?
Bah écoute, j'ai été pas agréablement surpris, mais j'ai trouvé que collectivement il y avait une vraie force, avec surtout les deux hommes de base, Luis Gustavo, Thauvin, et des latéraux aussi, les latéraux Amavi, Sakai qui ont fait un très bon match, je trouve. Et du coup, ouais, il y a vraiment une force collective qui se dégage de l'OM, et ce qui en fait vraiment un sérieux prétendant au titre, pardon. Et aussi, je voudrais insister aussi sur Metz qui est catastrophique vraiment depuis le début de la saison et il descend de torrent en Ligue 2. Avec 4 points là, c'est mort. On peut dire qu'ils sont condamnés. Parce que l'OM a quand même un peu vendangé. Ouais, l'OM a vendangé et puis voilà, du coup il faut quand même relativiser la victoire de Marseille par rapport au fait que ce soit Metz, mais c'est quand même encourageant voilà, pour les Marseillais. De là être un candidat au titre. Non. Ouais, non, voilà. Ça porte un peu. En tout cas, à la deuxième place, de plus en plus sérieusement. Quoi. Du coup, ça fait plaisir de voir l'OM évoluer à ce niveau, mais il y a quand même une question qui se pose parce que Mitroglou a joué, il était un peu mieux en première mi-temps, mais il a quand même encore des difficultés. Je crois que Karl et Léopold sont pas trop d'accord à ce sujet. Karl, est-ce que tu peux nous présenter ton point de vue sur Mitroglou, toi? Je trouve qu'hier, par rapport aux premières prestations, c'était vraiment pas assez. Et là, hier, il y a eu du mieux dans ses appels, dans ses choix offensifs, même s'il y a encore, bien sûr, il n'est pas vraiment au niveau de ce qu'on attend. Mais je pense que s'il continue comme ça et surtout qu'il y a une attaque avec Thauvin, Payet qui lui sert de bon ballon, il y a vraiment moyen qu'il marque au moins une dizaine de buts jusqu'à la fin de saison. D'accord, Léopold, toi t'es pas convaincu? Je pense fondamentalement qu'il est à un certain niveau là, Mitroglou qui est presque un niveau médiocre et qui va pas du tout évoluer parce qu'il faut rappeler qu'Oké c'est un attaquant qui a marqué plus de 30 buts sur la dernière saison qu'il a joué, mais il a quand même joué à l'Olympiakos qui n'est pas non plus un très grand championnat. Benfica ça va, mais je veux dire pour moi ça restera un flop éternellement, c'est-à-dire que Mitroglou c'est un pur neuf, c'est un genre de surface et pour l'instant il n'est pas du tout tranchant à la surface. Et donc tant qu'il n'aura pas réglé ce problème, forcément il ne pourra pas apporter ses qualités dans le jeu, il n'apporte rien. Alors que tu mets un Germain il sera d'un point de vue personnel, il aura des statistiques beaucoup moins intéressantes, mais d'un point de vue collectif, il va faire briller ses coéquipiers comme Thauvin, comme Payet. Et je pense que ce sera beaucoup plus bénéfique à l'OM de poursuivre avec Germain, même s'il est en crise de confiance sur un délire. Le pur neuf, c'est ce qui manquait à l'OM. C'est ce qui manque depuis que Gomis. Ouais, le problème c'est qu'il leur manque un pur neuf complet. Gomis, c'est un genre de surface, mais il peut jouer en pivot, il peut jouer en remise. Alors que Mitroglou, il est très limité dans le jeu. Moi, je pense pas. Même de la tête, il joue. Tu vois, c'est un peu un profil à la Giroud, sauf qu'il lui manque le jeu de tête et il lui manque l'organisation dans le jeu collectif. De confiance, je pense surtout. Je pense qu'il va bien se rendre dans le collectif une fois qu'il sera vraiment pleinement intégré. Ouais, je rejoins Karl. Je pense qu'il va s'améliorer au fil du temps. Je suis pas persuadé, mais. Laissons Garcia donner sa chance à Mitroglou et on verra ce qui se passera par la suite. L'autre match qui est important dans cette 15e journée, donc, c'est Monaco qui est tombé face à Nantes. Nantes qui décidément confirme son statut d'équipe surprise cette saison, puisque Monaco a perdu donc 1-0 face à Nantes avec un but de Lucas Lima dans la toute fin du temps additionnel qui donne la victoire à Nantes. Côté Monaco, est-ce qu'on peut commencer à dire quand même que la crise pointe le bout de son nez, quoi? Ça commence à être assez inquiétant niveau résultat et niveau confiance. Et qui veut parler? Elle fait plus que pointer le bout de son nez là. Le mois de novembre il a été vraiment c'est catastrophique. Ouais. À part Guingamp où ils ont mis 6-0, je crois, c'est que des défaites ou des matchs nuls. Et surtout, c'est des défaites qui montrent de graves défaillances, au niveau défensif, offensif. C'est des défaites qui font mal sur le plan mental. Le but. Le problème, c'est quoi? On avait une crise qui était européenne en Ligue des Champions, et là, elle commence à se déplacer en championnat. Donc, peut-être que leur exclusion de toute compétition européenne peut-être va permettre de les relancer, mais j'en suis pas certain. Enfin, quand on voit que Lyon et Marseille commencent à bien se réveiller, à enclencher la machine, je pense que Monaco, 4ème place, c'est leur place pour l'instant, sur ce qui monte depuis le début de saison. Complètement, c'est vrai que. Voilà. Après, d'un autre côté, là on a aussi beaucoup parlé du système avec Falcao tout seul, mais s'il change de système, si Baldé montre son vrai niveau, car au niveau statistique il est quand même pas si mauvais que ça, je pense quand même qu'ils vont être quand même un sérieux candidat au podium. Ça peut passer par un les recrues peinent à confirmer pour l'instant. C'est bon, je pense ça. Sur la saison, ils peuvent revenir, ils peuvent se relancer, mais pas dit qu'ils finissent deuxième. Et après aussi, il ne faut pas oublier qu'après les saisons où ils ont eu beaucoup de succès, comme les dernières, où il y a 3 ans, ils ont toujours eu des saisons de transition. Ça fait partie du modèle économique de Monaco, du cycle. Et donc c'est pas forcément anormal aussi qu'il éprouve ces difficultés. C'est pas normal, mais de telles difficultés, c'est quand même un peu inquiétant. Quand tu vois, il y a 2 ans, quand ils se prennent 600 face à Lyon, c'était le même type de choses. Ouais, mais c'était à 2 journées de la fin alors qu'ils avaient justement convaincu sur le reste de la saison. C'est juste ça a été un accident et c'est Lyon qui a fait un gros match pour aller chercher la 2ème place. Donc c'est pas complètement comparable. Mais ouais, ils ont recruté, sinon ils devraient recruter le directeur sportif de Chelsea, Menalo, donc qui pourrait peut-être leur aider un peu à sortir la tête de l'eau cet hiver en ayant déniché 1 ou 2 joueurs qui pourraient peut-être regonfler un peu l'effectif qui manque quand même
de pépites quoi, par rapport à l'année dernière. Pardon. Mais effectivement, peut-être que dans le staff ça pourrait changer quelque chose, parce que Oui. toi c'est ce que tu pensais Exactement, Sarah, ouais. c'est que le problème du staff Du en staff, fait. voilà, Ouais. du staff, de l'entraîneur qui fait pas forcément les bons choix et aussi quand même d'une défense assez passive Ouais, face ouais. aux rencontres, notamment PSG, Le Nantes, but de voilà. Ranieri, ouais. Voilà, donc du coup, moi je pense que c'est vraiment au niveau du staff, au niveau de l'entraîneur, je pense qu'il y a des problèmes. Et puis bon, Falcao, il a quand même pas été décisif, il a Ouais. pas été décisif lors des dernières rencontres, donc bon, ça peut C'était la vraiment. force de Monaco. Alors que voilà, Falcao Voilà. il Force de Monaco, partait c'est sur début des de saison, bases, c'est lui qui leur, bases exceptionnelles en début de saison, Oui, et là, voilà, là c'est c'est ça. beaucoup Et puis moins bien. bon, Quoi. on a quand même déjà eu droit à un Monaco vraiment grandiose, exceptionnel l'année dernière, donc du coup, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, c'est une mauvaise gestion du mercato estival, Ouais, je quoi, pense. et on le voit avec Fabinho qui est laissé de côté et qui a plus Ouais. la tête à Monaco, clairement. Clairement, c'est un symptôme dramatique. Pendant ce temps-là, le PSG qui continue sur sa très bonne lancée en s'imposant malgré un match un peu plus poussif contre 3, il s'impose quand même 2-0 grâce à l'inévitable duo Neymar-Cavani. Bon, pas énormément de choses à souligner, si ce n'est que le PSG, même quand c'est dos au mur et même quand c'est un peu plus poussif dans le jeu, ça gagne. Sarah, t'es d'accord avec ça? Oui, tout à fait d'accord. Même si le PSG n'a pas fourni une prestation voilà, qui est, on dira, digne du PSG, ils réussissent quand même à s'imposer voilà, de 0 quand même, c'est très bien. Ouais, Et on est quand même assez content, surtout Ouais. avec Neymar qui est vraiment un élément détenteur voilà, pour le PSG. Donc, voilà. Surtout, C'est ils le ont, taf, quoi. ils ont réussi à gagner en faisant tourner vraiment L'effectif. Oui, C'est voilà, jouable, voilà, Surtout c'est ça, les- ouais. qui est au coup d'envoi qui n'avait pas joué C'est dans la le match. première fois qu'on voit Ouais. Lo Celso, Pastore ensemble, Ouais. sur tout un match. Ouais, Sans ouais. En compter- soi, sans pour un compter niveau, que- pour un niveau Ligue 1, ils sont pas niveau équipe B, hein, mais. Ouais, c'est mais ça. sans compter Ouais. que 3 reste quand même une bonne équipe, une assez bonne équipe. Équipe donc, très joueuse, ouais. Voilà, qui très- joue et qui Voilà. se donne à fond, donc Oui. c'est bien pour le PSG. Oui, c'est une bonne soirée pour eux. Voilà. Pour finir rapidement sur un petit tour d'horizon des autres matchs de cette soirée-là, Nice qui est un petit peu miraculé parce qu'ils vont à Toulouse et ils remportent le match 2-1 à Toulouse avec 2 buts dans les 10 dernières minutes. Bon, ils gagnent, c'est très bien pour eux sur le plan comptable, ils remontent à la 14e place, un point devant les Toulousains, mais sur le contenu, c'est quand même pas très encourageant. On en attend beaucoup mieux des Niçois et c'est quand même un petit peu, comme tu disais Karl, un petit miracle que Nice s'en sorte cette semaine. A noter que Pascal Dupraz s'est énervé en conférence de presse, il Du commence à être Dupraz, vraiment hein, mécontent, c'est typiquement du Dupraz. C'est la théâtralisation et il n'y a rien derrière. Ça clash Dupraz. On peut noter également Bordeaux qui se relance bien après leur nul compliqué face à Marseille notamment en battant Saint-Etienne 3-0 à domicile. Bon, le problème il clairement se pose du côté de Saint-Etienne, ça commence à être délicat hein, cette affaire-là côté Saint-Etienne. Saint-Etienne qui jouait l'Europe cet été et qui là, 2 mois après, est au pied du mur et joue presque le maintien. Ils sont 12e. C'est n'importe quoi, ouais. l'organisation. On parle même pas de la déroute C'est déplorable. face à Lyon derby, mais en plus ça continue quoi. Et puis il y a un changement de staff, on sait pas trop qui est l'entraîneur. Ouais, c'est ça. Mais c'est très flou, Puis, hein. recrutement, enfin, La situation, l'effectif est pauvre faible, ici. l'effectif Et est même moi, Il est faible. très dépendant de 3-4 joueurs. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Il est recru comme Diony, recrue quand même plus grosse recrue de l'histoire du club, qui était très bon à Dijon, faut le dire, il était très bon à Dijon, et cette année il joue pas, et quand il joue, il arrive pas à tuer les matchs, il a toujours pas marqué, ça fait 15 journées, C'est inquiétant. alors que C'est c'est vraiment un inquiétant pour ça. Ouais, ouais, c'est un c'est pur neuf, enfin ouais, il y a un malaise, il y a un malaise, Il y a un malaise à global, c'est un Saint-Etienne malaise global, ouais. qui vont commencer à s'installer, on est bien d'accord. Bon, il n'y a pas eu que cette journée de Ligue 1 hier. Effectivement, on avait aussi assisté à une journée de Première Ligue qui a été modifiée pour des raisons de calendrier aussi. On va donc dans cette nouvelle rubrique parler des championnats étrangers. C'est la rubrique Gioca Bonito. Là, le beau jeu, le beau geste. On va donc commencer par l'Angleterre où tous les favoris sont imposés hier soir, ou presque, avec Arsenal qui réalise un carton 5-0 contre Huddersfield, avec notamment un doublé de Giroud et un but d'Alexandre Lacazette. Ça fait plaisir pour les Français. Chelsea qui s'impose 1-0 contre Swansea avec un but de Rudiger, donc Chelsea qui continue quand même à gagner des matchs. À noter intéressant la victoire de City, une victoire très poussive et difficile, mais Sur une le bout victoire du tout de bout, même, voilà. Au bout du temps additionnel avec Raheem Sterling face à une équipe de Southampton très solide et regroupée en défense. Bon, on ne veut pas faire de conclusion hâtive, mais avec le début de saison de City, on peut vraiment se demander qui est capable de les faire chuter, quoi. Même quand ils sont pas au top, ils gagnent, quoi. C'est impressionnant cette équipe. Hein. Bah, et surtout, ils ont une profondeur d'effectif qui est quand même assez impressionnante. Ouais. Même quand ils vont jouer la Ligue des Champions au printemps, ça paraît dur quand même de voir une équipe qui est vraiment à la capacité à mettre City en déroute genre sur la durée. C'est ça, Donc, c'est ça. C'est c'est 13 des victoires chiffres, sur mais 14 matchs de première ligue, quoi. Ils roulent sur véritable. tout c'est le comme monde. le Mais- PSG en Ligue 1. Mais c'est ça. sans compter que City, ils ont de très bons joueurs sur le terrain, mais ils ont de très bons joueurs aussi sur le banc. Oui, Donc c'est même ça, en c'est effectuant ça. des changements, C'est ça, on ça s'attend à avoir déroule une équipe toujours, et grandiose. Voilà,
sûr, tu perds Sterling, tu mets Bernardo Silva, tu perds Aguero, tu mets Gabriel Jesus. Oui, c'est ça. Ils sont bien plus solides défensivement qu'avant. Ouais. Ouais, Le jeu derrière. Guardiola, il a vraiment transformé cette équipe. Otamendi a haussé son niveau. En fait, il a donné une identité à une équipe, à un club qui n'en avait pas en fait. C'est ça, C'est ça. il a fait de City un monstre. Clairement. Et là, c'est une machine inarrêtable et personne, je vois personne qui puisse les arrêter parce que même là, quand ils sont à la peine, comme ce week-end contre Huddersfield et là, hier contre Southampton, mais ça finit par. Ça finit par gagner quand même. Par exemple, peut-être, on va quand même attendre le derby de Manchester qui va venir bientôt. Ouais, effectivement, C'est ça peut-être- va être un gros choc. C'est et- est-il le candidat le plus. Sur la durée en tout cas. Il y a Chelsea aussi qui quand même fait un... C'est plus inconstant. Chelsea, c'est plus inconstant, c'est vrai. Martial cette saison, Chelsea, Ouais, Chelsea, ça Arsenal, fluctue, hein. c'est comme Ainsi Tottenham, que ouais. Chelsea, ça vient de taper contre Crystal Palace. Alors que Crystal Ouais, Palace, C'est vrai, alors Crystal Palace n'avait pas gagné. C'était imprévisible. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a de l'inconstance et City clairement très très impressionnant. Ouais. Dans les autres matchs de cette journée de Première Ligue, bonne opération également pour l'autre club de Manchester United qui a battu 4-2 Watford avec un but d'Anthony Martial, donc c'est quand même une bonne chose pour lui. Il commence à être titulaire, c'est bien pour lui. En revanche, toujours mardi soir, Leicester a fait chuter Tottenham. Tottenham, ça commence à être compliqué en Première Ligue vu qu'ils redescendent à la 7ème place. On a donc un petit point sur le classement, City qui est en tête avec 40 points, invaincu en 14 matchs avec 13 victoires. United qui reste solide deuxième avec 32 points, suivi par Chelsea avec 29 points. Arsenal revient bien dans la course au podium et se place 4ème avec 28 points, tandis que Liverpool, qui s'est imposé 3-0 à Stoke, aussi important à souligner avec un doublé de Salah notamment, est 5ème à 26 points. Donc le championnat d'Angleterre promet de belles choses pour la suite de la saison. On passe maintenant à l'Allemagne avec un focus sur le match Dortmund-Schalke qui a été le match du week-end pour son scénario absolument fou. En effet, les jaunes et noirs qui menaient 4-0 à la mi-temps avec un très très beau jeu et un très beau spectacle proposé devant un public en feu. Seulement à la deuxième mi-temps, catastrophe, expulsion d'Aubameyang et Schalke qui entame une remontada de folie avec un but de Naldo à la dernière seconde qui donc porte le score final à 4-4, égalisation de Schalke. Dortmund, que s'est-il passé? Pourquoi un tel effondrement? C'est la crise qui se poursuit, au niveau, la fragilité psychologique de l'équipe est vraiment impressionnante. Mais aussi, il faut souligner aussi le rôle de l'entraîneur de Schalke qui a fait 3 changements dès la première mi-temps, avec notamment Aminarit qui a fait un super match. Qui a marqué en rentrant. Ouais, c'est ça, qui a marqué, qui a fait vraiment un bon match. Et donc, bien sûr, Schalke a très bien joué le coup, ils ont vraiment mis tous les ingrédients qu'il fallait pour revenir, et ils auraient pu même gagner d'ailleurs. C'est ça qu'il faut souligner, ils auraient pu vraiment gagner. Et oui, Dortmund, c'est la crise qui se poursuit, ils ont perdu contre Stuttgart, contre Tottenham. Et il va y avoir des réunions d'actionnaires lundi. 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné en championnat, 5 matchs, ils prennent beaucoup de buts surtout. Offensivement, ils ont un secteur offensif qui est très, très fourni, mais derrière, c'est faible. Depuis qu'ils ont perdu Hummels, ils ont eu énormément de mal à remplacer en fait. Borki qui est blessé aussi, Borki butel titulaire dans les caves qui est blessé. Je pense surtout qu'à la première mi-temps, je pense que Dortmund, ils étaient vraiment très confiants, quand même 4-0, voilà, à la première mi-temps c'était exceptionnel, mais je pense qu'à la deuxième mi-temps, ils se sont relâchés d'une manière voilà, exponentielle, et du coup c'est ce qui a permis à Schalke de remonter la pente, ils s'y attendaient vraiment pas. Voilà. Schalke a cru et Dortmund. C'est révélateur aussi de toute leur saison, c'est pas Oui, juste c'est un ça, match. voilà, c'est ça. de l'autre côté, il y a eu cet engouement du côté de Schalke, c'est le derby de la Roure, c'est une rivalité Oui, qui oui, voilà, C'est un match ça. qui est capital, quoi. C'est Schalke en face, un client quand même. Voilà, Le derby Schalke pour Lyon, sont Saint-Étienne. deuxième Voilà, c'est ça, Schalke, en ils sont pas Allemagne. deuxième, ouais, c'est ça. Ils sont troisième, Non, troisième, oui, troisième, effectivement, il y a Leipzig devant, mais oui, Schalke c'est un gros match et donc on a assisté C'est une faute à un professionnelle. match, clairement Dortmund ça Il y a un commence à malaise, être compliqué, voilà, il y a un malaise à Dortmund aussi. Bosch qui a été convoqué le lendemain par la direction, qui est maintenu pour l'instant, mais gros test ce week-end. On attend, voilà, on en parlera après du test face au Bayer Leverkusen, ça va être intéressant. Espagne maintenant avec un début de championnat passionnant et Valence qui vient se mêler de manière assez surprenante à la lutte entre les trois gros. On va tout d'abord parler des deux clubs de Madrid qui sont tous les deux imposés avec d'abord une victoire 5-0 de l'Atlético avec des buts de Griezmann et Diamero, un doublé chacun, pendant que le Real qui est en gros manque de confiance en Liga et aussi en Ligue des Champions quand même, qui s'est imposé difficilement 3-2 contre Malaga. Rapidement sur le Real, Malaga qui a des chances de Liga. Ouais, c'est ça, c'est... C'est assez affligeant pour un club Rapidement, quelques secondes. du standing du Real. C'est peut-être l'occasion, en fait, quand on voit les problèmes de Ronaldo et Benzema en attaque et la blessure de Bale, c'est peut-être l'occasion de faire tourner un peu et de pousser la jeune génération avec Asensio, notamment, ou Mayoral. Du club. C'est ça, il y a vraiment une occasion, je pense, pour Zidane de pousser la nouvelle génération du Real.
Ok, Ils ouais, n'ont pas recruté, en fait c'est c'était ça, super rare pour un de jeunes. club comme surtout pour le Real, parce Real que le de pas Barça, ils recruter, sont. ouais, pas recruter des grosses stars à mettre directement de nom, quand on sait que Bale, on peut compter sur lui, même pas un match sur deux, il est blessé Il s'est quasiment encore blessé tout le hier temps. à l'entraînement. Il s'est blessé, ouais, enfin. Mm. Puis en plus, il peine à confirmer en plus. Ouais, donc c'est assez compliqué pour Ouais. pour On le est Real. pas en sur ce ce moment. dernière, c'est qu'on a une crise de confiance offensive du Sans côté compter de que Benzema et Neymar. depuis que Zidane il est arrivé quand même au Real, il a fait de bons choix, des directives assez impressionnantes qui ont mené le Real à de bons résultats. Donc là, je pense qu'il est temps qu'il pousse un Ouais, peu. voilà, c'est pas la crise non plus, mais bon, il Voilà. va falloir commencer Voilà. C'est pas la À crise. se réveiller un peu. Disons que pour un club normal, c'est pas la crise, mais pour un club Voilà, comme le voilà, Real, le Real, ouais. surtout comparé aux saisons qu'ils faisaient avant, quoi, Voilà, où c'est ils ça. roulaient sur tout Ça le va monde. Là, commencer voilà. la Champions League, ce qu'ils vont faire en Champions League. Ouais, ouais, ça Parce que va. Le titre, c'est quasiment perdu. C'est ça. Le problème, c'est quoi ça, un championnat comme la Liga, t'as pas le droit à l'erreur en fait. C'est Tu ça. rates 2 matchs et t'es déjà hors Ouais, jeu parce qu'ils quasiment. font Bah, ça, voilà. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, on va parler du choc qu'il y a eu ce week-end entre Valence et le Barça. Valence qui a été impressionnant depuis le début de la saison. Et donc, c'était le choc de ce week-end qui était attendu. Score final 1 partout. Le Barça qui a quand même largement dominé ce match et qui d'ailleurs aurait dû gagner puisqu'il y a eu un but marqué par Lionel Messi qui a été refusé alors que le ballon avait largement franchi la ligne. Bon, c'est des erreurs qui arrivent. La goal line technologie est en débat là-dedans. La goal line technologie qui devrait arriver bientôt en Espagne, normalement la saison prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette erreur d'arbitrage? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un rôle sur la suite du championnat ou vous voyez le Barça continuer quand même sa marche en avant? Bon, ça change rien. Hein. Oui, ça, vu ce qu'ils ont fait sur le premier mi-temps, ils ont été impressionnants. C'est le grand Barça cette année. Ok, ouais. Ouais, le Barça, ils sont... Et encore sans Dembélé, on va voir ce que Dembélé va faire. Le retour de Dembélé, ça va... Juste une fois de plus que la goal line technologie doit maintenant faire partie intégrante de toutes les rencontres footballistiques, que Oui, ce voilà. soit d'un point de vue international ou national dans les championnats respectifs, puisque ça dénature. Contrairement à l'arbitrage vidéo, Ouais, qui c'est peut ça, poser c'est ça des le questions débat. parce que Les le problème de buteurs, l'arbitrage vidéo, c'est qu'il y a une perte de spectacle en fait quand on assiste au match. Enfin, c'est quand même le foot, c'est avant tout c'est un sport, mais surtout il y a une théâtralisation derrière et donc ouais, ça peut être dénaturé par certaines avancées, mais la goal line fait pas du tout partie de ces avancées là. C'est juste une avancée technique qui est incroyable et qui permet justement de départager. Clairement. Certains cas de figure quoi. Ouais, on sait Clairement. surtout que c'est une technique qui marche très bien. Oui, voilà, c'est quand même, ça a quand même fait ses preuves et c'est très efficace. Ouais. Bon, du coup, ce nul qui permet au Barça de rester en tête avec 4 Voilà. points d'avance sur Valence Valence. qui revient alors qu'ils étaient Ouais. deuxième l'an dernier. Effectivement, Valence, on peut en parler rapidement. Ouais, Valence, c'est quand même très impressionnant ce qu'ils font. On a des mecs comme Kondogbia qui réalise un début de saison monstrueux. Guedes. Guedes, il s'est blessé d'ailleurs. Ouais. Il est blessé, mais bon, il faisait quand même un très gros début de saison. Ouais, ouais. Valence, c'est intéressant. Ils peuvent vraiment se mêler à la lutte. Il avait Ça vraiment paraît des pas attaquants seulement, de pointe. Hein. Ça semble pas seulement vraiment. Enfin, c'est parti pour durer. C'est pas juste une dynamique. Avec le son de Timina qui sort du Real qui s'était perdu, là, qui revient. Zaza qui a jamais T'as vraiment rien West Ham, fait. Là, il a 9 buts en championnat, c'est énorme quoi. Pas trop mal parler de Zaza, mais. Il a quand même fait pas mal de fautes hein, contre Barça. Oui, Zaza, il est pas il est présent. Voilà, mais il est quand même là, il est quand même ouais. là, c'est bien. Pour finir, on va faire un petit tour d'horizon sur l'Italie. On reviendra plus tard sur l'Italie, donc on va surtout parler de la grosse info du week-end puisque ça bouge du côté du Milan AC. En effet, Vincenzo Montella qui se fait licencier de son poste d'entraîneur et c'est Gennaro Gattuso qui arrive pour le remplacer. Moi personnellement, Gennaro Gattuso, c'est une de mes idoles de jeunesse, une légende du Milan AC. Bon, Léopold, qu'est-ce que c'est ton avis Je sur l'enlève pas, mais sur la Inzaghi et nomination Sidorf de Gattuso. étaient également des légendes du Milan AC incontestables. Pour moi, Inzaghi même au-dessus de Gattuso, c'est incontestable. Mais Ça mérite un débat. Mais ouais, on a vu qu'ils avaient peiné tous les deux quand ils avaient été à la tête du club lombard. Ils avaient peiné à s'imposer. Ils se sont fait licencier les 2 fois et c'était catastrophique. Donc faut pas voir Gattuso comme le Messi. Je pense qu'il faut y mettre des réserves. Et surtout, le problème, il venait peut-être pas de monter là. Je pense au Milan AC, il venait avant tout du recrutement assez décousu de cet été. Ouais, très incohérent. Enfin, je veux dire, c'est des bons paris sur l'avenir. Enfin, Ricardo Rodriguez, c'est un très bon latéral gauche. Silva qui vient de Porto, c'est un bon avant-centre. Mais Kalinic aussi. Mais il faut qu'il y ait une cohésion, en ouais. fait. Une fusion. Ouais, tu peux pas te leur laisser un peu de C'est temps. artificiel, pour, c'est artificiel. C'est comme à Lille, hein, c'est comme à Lille, c'est artificiel, mais dans des proportions plus importantes, mais c'est la même idée, qu'on peut pas virer tous les anciens joueurs pour mettre des nouveaux, même si on investit beaucoup. Je suis assez Ça d'accord. montre que l'argent c'est fait vrai pas encore totalement tout dans le football, il faut savoir investir correctement. Ouais, Ouais. il Et même faut. Gattuso aussi, il y a des expériences d'entraîneur qui ont été vraiment très mitigées. Bon, c'était à un niveau très inférieur, mais je crois que c'était à Pise, je crois. Enfin, il a vraiment Oui, pas fait exact. des- À Pise, il a rapidement Il coaché fait Bari une- aussi. Son ça a maximum, pas- c'est une saison. Ouais, ça a pas- ça a Ça, pas- ouais. Bon, après, voilà. Il est là pour. Lui, il est ça là va pour faire. vraiment, ça va être passer l'électrochoc pour Oui, crier ça, pour sur les lui, joueurs, quoi. pour- Parce ouais. qu'on le connaît, Gattuso, c'est quand même une forte tête. Ouais, ça ça, peut- il y a ça- pas de sûr qui tiendra voilà. ce vestiaire, il y a pas de mal qui tiendra ce vestiaire. Ouais. Ça peut quand même être un électrochoc, donc à voir sur Gattuso. On va voir, ouais.
Mais tout de suite, retour à la Ligue 1, puisque nous allons parler du débat de la semaine. C'est une info qui a fait beaucoup parler cette semaine, puisque c'est Marcelo Bielsa qui se fait licencier de son poste d'entraîneur à Lille, remplacé par une cellule technique provisoire de 4 entraîneurs. Alors la question qu'on peut se poser avec le début de saison très mitigé qu'il a fait avec Lille et ses autres performances en tant qu'entraîneur, notamment à Marseille, Bielsa, la question qu'on peut se poser, est-il El Loco ou est-il El Flopo? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la rubrique Ça clash. Donc on l'a vu rapidement dans le débrief que Lille avait gagné à Lyon hier. Est-ce que pour vous c'est une suite logique du départ de Bielsa ou est-ce que justement c'est la mayonnaise Bielsa qui avait pris ou est-ce que justement c'est l'effectif qui s'est remotivé suite au départ de Bielsa? Léopold, t'as l'air... Exactement, moi je pense que en fait c'est pas un effet c'est pas un effet qui découle du licenciement de Bielsa, bien au contraire c'est le plan de jeu de Bielsa qui a été appliqué et qui a enfin ouais, pris la maillot comme tu dis, et on a eu on a un plan de jeu qui est techniquement l'équipe de Lille déjà sur le papier elle est au-dessus de beaucoup d'équipes en Ligue 1, et en plus avec ce qu'a pu mettre en place Bielsa jusqu'ici, ouais, on sent qu'il y a une certaine compatibilité, et surtout les 2-6, Thiago Maia, Thiago Mendes, c'est très technique, très solide. On a des joueurs devant qui percutent très bien, très techniques, Ponce, Arrojo, Pepe, c'est pas mal non plus. Ouais, franchement. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, il y a un héritage Bielsa, il y a un vrai héritage Bielsa, mais ils ont aussi pas joué comme Bielsa le demandait. Ils ont fait des choses plus simples. Ils se sont pas toujours efforcés à faire des relances un peu impossibles. Et donc c'est plutôt en fait ils étaient en bloc et ils ont surtout fait des contre-attaques. Donc c'est pas vraiment le jeu que Bielsa voulait, mais il y a quand même des bases. Il y a quand même la patte de Bielsa. Bielsa. Pas nulle part, quoi. Il a quand même toujours aimé les C'est quand même pas la tactique de Bielsa. Non, mais surtout là avec le nouveau quatuor d'entraîneur, on voit qu'il y a eu des remplacements tactiques originaux, quoi. On n'a plus droit à Thiago Mendes latéral, même Pepe en pointe. Même Pepe en pointe, alors qu'il est lié de base aussi, il avait rentré sur le côté. Tu disais que Bielsa aimait prendre des risques. Voilà, je disais que Bielsa il aimait beaucoup prendre des risques, et donc du coup comme je rejoins ce que Karl disait, que du coup ils ont quand même assez amélioré la technique de Bielsa, on l'a revisité un petit peu, mais je pense que ça a quand même été favorable à l'équipe. Il y a quand même la patte de Bielsa, ouais, je pense, que vous sentez. Ce quatuor par contre sera pas viable, hein. On voit hier on regardait le match, la caméra de la Real elle changeait toutes les 2 minutes, c'était un entraîneur différent qui se levait pour donner ses instructions à ses joueurs. C'est Sacramento qui est censé être le principal, mais ça tournait toutes les 5 minutes sur les instructions, enfin c'est pas viable quoi. Ouais, ok. Justement il y a Galtier, il y a Passy. Galtier et Passy qui ont proposé leur service, mais officiellement il n'a Galtier pas demandé encore. Assez opportuniste, on va voir ce que ça peut donner. Et du coup, de manière plus générale, qu'est-ce que vous avez pensé du passage de Bielsa à Lille et de la gestion du club aussi par rapport au personnage de Bielsa? On sait, pardon, excusez-moi, qu'il est monté au clash, qu'il est monté au créneau avec plusieurs de ses anciens clubs. On en parlera rapidement après. Bielsa, c'est quand même quelqu'un de compliqué, c'est une forte tête et bon, c'est quand même quelqu'un qui est dur à gérer. Vous trouvez pas qu'il a bien fait de le larguer quand même? Étant donné qu'il lui avait donné qu'il avait toutes les cartes en main, c'était vraiment son projet. Et donc le fait de le licencier, c'est un peu incohérent par rapport à ce que Gérard Lopez voulait. Même s'il y a une crise de résultats, c'est quand même Bielsa qui a façonné cet effectif, vraiment quasiment tout seul. Il a dit qu'il a accumulé des milliers d'heures de vidéos pour choisir ses joueurs. Donc on ne sait pas vraiment comment un autre entraîneur pourrait disposer de ce groupe, alors que c'est vraiment la patte Bielsa. C'est l'équipe de Bielsa. Et même niveau financier, licencier Bielsa, ça va peut-être coûter 10 millions au LOSC. Le LOSC a un petit gros problème. Parce que Bielsa aime bien gratter de l'argent à ses anciens clubs. C'est quelqu'un qui aime bien l'argent. C'est pas forcé, et surtout en plus l'instabilité, c'est jamais bon pour un club. Surtout moi je pense que la stratégie, au vu des résultats on peut pas dire que Bielsa, décemment on peut pas dire que Bielsa il fait quelque chose de grand en Lille pour l'instant. Le problème de Bielsa, comme disait Karl, c'est qu'en fait quand il vient dans un club, il est plus qu'entraîneur, c'est-à-dire qu'il a un profil tellement atypique que le club qui l'appelle sait qu'il va avoir un rôle englobant, il va avoir le rôle de directeur sportif, d'adjoint presque en préparant les matchs à la vidéo, et d'entraîneur. C'est pour ça qu'il avait quitté Marseille d'ailleurs. Justement, il ne supporte pas en fait d'être ligoté en fait, et donc il faut le laisser libre, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne chose de voir des entraîneurs avec autant de pouvoir comme ça? Est-ce que vous pensez pas que c'est nuisible? Avec lui, je pense que ça peut marcher sur le long terme, et le problème c'est ce que Lille n'a pas compris, c'est que soit Lille dès le départ faisait le choix d'un entraîneur qui était plus posé, avec une séparation avec Campos en directeur sportif et un entraîneur qui fasse son rôle d'entraîneur, ou soit il nominait quelqu'un comme Bielsa qui, d'un point de vue sportif, est énorme pour le championnat de Ligue 1, et qui donc qu'on accepte de lui laisser les rênes vraiment du club, et ensuite en fin de saison je pense c'est Lille, pas Rennes. De Lille, pardon. Les rênes de Lille. On fait des blagues.
et ça aurait forcément pris à un moment donné, je pense, sur le long terme. On le voit déjà, il y a une amélioration hier dans le jeu et je pense que c'était pas Ok, Donc, mais je pense que Aussi, ça se tient pas. Ouais. de l'autre côté, en fait, Donc, c'est ouais. de Luis Campos et Bielsa, c'est deux personnalités quand même qui ont un poids. Mm. Donc en fait, de les opposer, c'est. Ouais, ça c'était conduit peut-être pas une, inévitablement au clash. Il y a un une problème bonne, d'équilibre. une bonne ouais, stratégie. il y a Ouais. un problème d'équilibre. ça. Mais moi, la question au final où je veux en venir, c'est est-ce que vous pensez pas, on a vu le passage de Bielsa à l'OM, qui certes avait bien commencé, mais c'est très mal fini. Pareil pour la Lazio où il avait dit qu'il viendrait, mais il n'est pas venu finalement. Est-ce que vous pensez pas qu'au final, il y a un petit peu un mythe qui se construit autour du personnage de Bielsa et de son côté, waouh, il est trop fort, c'est un génie. Fantastique. Alors que, voilà, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur Bielsa, mais il a fini 19ème avec Lille avant de se faire virer et il a. Sur une bonne demi-saison. Oui, non, mais. Même il est mais bon. 19ème à 6 points de la 7ème place. Donc c'est pas. Oui, mais qu'est-ce c'est que. le championnat de France qui est particulier. Mais Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage de Bielsa au final qui pour beaucoup n'est qu'un mythe au final? Les Vous êtes d'accord? détracteurs de Bielsa, ils répondent souvent que c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné de grands titres. Et c'est vrai, et même il n'a jamais entraîné de club, vraiment de très grands clubs. Une finale Europa League du Bilbao, par contre, ça ça. vaut presque un titre. C'est vrai, avec Bilbao, ce qu'il a fait, c'était magnifique. Et surtout, les gens l'aiment en fait pour les émotions qu'il produit. À l'OM, par exemple, on a vu le stade était tout le temps rempli, un jeu qui était alléchant. Clairement. C'est juste que là, lui, il a pas réussi à reproduire ça, mais à l'OM, c'était quand même une réussite. Ouais, Une fois qu'on regarde. C'est un entraîneur qui a une âme, quoi. C'est pour ça que les gens l'aiment. C'est pas forcément les résultats, c'est vraiment le côté spectaculaire du foot qui Qui a un mythe parce que il provoque ce mythe. En fait, il est tellement particulier que personne ne peut être laissé indifférent par Bielsa. En fait, soit on le déteste, soit on l'adore. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. C'est quelqu'un de clivant, mais. Ouais, et il est Mais quand on l'aime, tellement ouais. puissant que même dans son jeu, dans sa mise en place tactique, il impose une véritable identité à. Enfin, il n'y en a pas beaucoup à part Guardiola, Guardiola ou Mourinho. Bon, c'est Même deux Mourinho, identités qui sont antinomiques, mais c'est rare d'avoir un entraîneur qui puisse autant marquer le jeu de son équipe. Quoi. Donc, du coup, comme on a pu le voir avec ce débat, Bielsa, ça reste quand même un personnage très clivant, mais qui malgré tout marque les esprits des amoureux du football parce qu'il dégage des émotions, parce qu'il transmet vraiment quelque chose. Et c'est un entraîneur qui sait où il veut aller, qui sait ce qu'il veut faire et qui a des vrais projets, qui construit ses équipes. D'ailleurs, on le sait, hein, Guardiola, par exemple, cite souvent et tout le temps quasiment Bielsa comme étant un modèle. Quand tu as un entraîneur comme ça, de ce niveau-là, qui désigne Bielsa comme un modèle, c'est quand même que derrière, le mec est capable enfin, on le sait que Bielsa est capable d'avoir des tactiques et des schémas de jeu très intéressants et qui dégagent vraiment un truc très intéressant. Donc, le débat Bielsa sera jamais fermé au final parce qu'il y aura toujours des gens pour le critiquer, mais on a beau dire ce qu'on veut, ça reste quelqu'un qui quand même pousse les gens du ballon rond. Quand il y a une équipe qui est coachée par Bielsa, ça va pousser quand même beaucoup de gens à cliquer sur les matchs, quoi. C'est un indéniable. effet, il y a un Ouais. effet Bielsa. Un effet Bielsa, exactement. Focus maintenant sur les matchs et les chocs à venir dans ce beau week-end de football qui nous est promis. Les fins analystes qui sont présents sur le plateau ce soir vont pouvoir nous donner leur avis éclairé. C'est l'heure du tour de table. On commence d'abord avec le plus gros choc de ce week-end à venir. C'est en Italie, avec un énorme Naples-Juve sous haute tension qui s'annonce vraiment formidable. Les Napolitains caracolent en tête de la Serie A avec un rythme et semblent presque intouchables, avec un rythme effréné, tandis que la vieille dame, qui peinait en début de saison à suivre justement le rythme imposé par les concurrents, relève la tête et commence à revenir sérieusement au classement. Quelle analyse avez-vous sur ce match et surtout quels résultats vous voyez en fait? Est-ce que c'est déjà selon vous un tournant de ce début de saison? Assez clairement, c'est sûr que c'est forcément un tournant. C'est les deux équipes qui sont vraiment favorites pour le titre avec l'Inter, donc ouais, le résultat va forcément influer sur la suite de la saison. Quel résultat tu vois toi, Car? C'est très dur, je pense que quand même, en fait un nul tout simplement. Un match nul nul, serait plus logique. ce serait logique, ouais, ce serait logique. Parce que Naples, ok, offensivement est vraiment très très bon, mais la Juve, on sait que même s'il y a moins de solidité défensive cette année, ça reste quand même un gros bloc, un bloc très difficile à bouger. Donc un nul, ça serait plus logique. Ouais, ce serait plus logique. Est-ce que Naples peut éventuellement, vu que c'est à Naples, être porté par le Stadio San Paolo qui va être bouillant et qui promet l'enfer, je pense, à Higuaín, hein, de toute façon. Ça, c'est évident. Je pense que oui quand même, mais moi je vois plutôt un match nul Tu vois aussi. un Ouais, nul tout comme aussi, toi, parce qu'en fait, Naples c'est une très très bonne équipe, mais bon, la Juve elle est quand même. Je pense qu'elle a les capacités de maintenir la barre assez haute face à un grand Naples. Dybala par exemple dans un très Dans un grand soir, Ouais, effectivement. ouais, je pense. Ouais. La Juve a quand même des ressources qui sont, Oui, qui sont, on a une qui sont Juve qui impressionnantes. revient en force, mais Oui, c'est bien pas sûr, des bien saisons un sûr. peu compliquées. Là, ils reviennent bien et ils ont un titre à conserver. Et ça fait, Voilà. ils ont pas été l'an dernier, ils ont été un peu titillés, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas été Ouais. titillés en Vraiment, Serie A. vraiment. Et là, je pense qu'ils sont pleins de ressources. Et je pense. même ils Même sortent, si Sarri met un plan de jeu incroyable à Naples, ils sont un peu. Ils En plus, ça reste sur un match pas terrible à Udinese. C'est comme on voit l'Inter avec le match nul au San Paolo. Ouais, Moi, je vois un partout.
la Juve qui sort aussi quand même d'un match nul, très très bon match nul face au Barça. Donc effectivement, un match nul, ce serait plus logique. Et une Quel victoire score 3-0 en pour, championnat, hein. Ouais, effectivement. Quel score pour le match nul? Un partout. Un partout. Un N'importe. partout. Étant donné que Naples, ils ont une vraie attaque, j'espère et je pense un 2-2. Un 2-2. Ouais, ce serait beau pour le spectacle. Je pense qu'un match Mais bon, la tactique, défense de un match Nathalie tactique, de la c'est- Juve, je veux la dire. Juve, c'est une équipe plus que tactique et Sarri, Ouais, c'est un tacticien. Ils vont faire c'est le jeu. un des plus grands tacticiens d'Europe, quoi. Dans tous les cas, match nul, ça semble effectivement assez logique. Le deuxième match sur lequel dont on va parler pour ce week-end, c'est le choc en Allemagne aussi. Enfin, c'est pas vraiment un choc, mais c'est surtout un match à enjeu en fait qui est important. C'est Dortmund qui se déplace à Leverkusen pour jouer le Bayer Leverkusen. Donc, on sait que le coach de Dortmund est dans une situation délicate et qu'il y a quand même une forme d'ultimatum qui est présentée pour ce week-end. Ils sont obligés de gagner. Est-ce que vous pensez que Dortmund va trouver les ressources nécessaires pour s'imposer? Je pense pas, honnêtement, surtout que c'est un match à enjeu parce que déjà c'est deux gros clubs, allemands clairement. historiquement, mais en plus cette année ils sont 5e et 6e, quoi. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche, ils sont pas trop en Mönchengladbach et de Schalke et de Leipzig qui sont devant, donc en vrai il y a un vrai enjeu, bon, un enjeu même plus que conséquent pour Dortmund, mais je pense pas qu'ils vont lever la tête. Je pense que c'est à Leverkusen, je pense qu'ils vont même plonger. Moi je pense qu'ils vont s'envoyer ce week-end. Ok. Ouais, je pense une petite défaite Et de 1. tu penses que du coup ils vont s'enfoncer dans la crise Ouais, ok. je ne vois pas revenir avant janvier. Moi. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mes Bah, amis? ils ont quand même une attaque qui est capable de faire des grosses différences. Qu'on voit Pulisic, qui peut vraiment être un joueur merveilleux. Et même, il y a une vraie ressource dans l'effectif avec Kagawa, Guerrero qui revient vraiment en forme. Donc... Même Les Aubameyang et ressources, Reus, Ça fait 5 matchs qu'ils les ont, Après, les ressources, est-ce- et ça les empêche pas de Est-ce faire. est-ce que Donc, du c'est coup vrai, Aubameyang sera suspendu? Je sais pas comment ça marche en Allemagne. Est-ce qu'il sera Si, suspendu si, directement? Il est si, suspendu ouais, pour, je sais pas combien de matchs il a pris, mais il sera pas là, pour le c'est Bayern. évident. Ouais, donc là c'est quand même Un coup dur. un coup dur, Ouais, un coup mais dur pour Moi, le je pense pour que le Dortmund Borussia. va au moins obtenir un nul. Ok, d'accord. Donc toi, tu vois quand même Dortmund se reprendre face à la Enfin, se pression. reprendre, Oui, en tout cas, les dégâts. limiter l'hémorragie. Moi, Qu'est-ce je que pense tu en plutôt penses ça? à un 2-1. 2-1 pour Ouais. qui? Pas pour Dortmund. Pour Leverkusen, Leverkusen, ouais, je d'accord. pense plutôt un 2-1. Ouais. Ok, donc tu vois toi Je sais aussi pas, Dortmund. Ouais, 2-1, voire même 3-1. Je sais pas, Ok, pour donc Dortmund, une je victoire, le une sens pas, victoire ouais. de Leverkusen. En dans tout tous cas, les une cas, victoire de et- Leverkusen. Pour même pas être porté par leur public, quand même. Ouais, Ouais, je pense que ça c'est va vrai être ça. dur. C'est Ça vrai va que être l'absence du mur jaune, du coup, Ouais. vu que ce Enfin, moi, sera je vois à pas Leverkusen. je vois pas comment Dortmund pourrait s'imposer Ouais. face à Leverkusen C'est quand cette même, faut fois. pas oublier qu'au début de saison, ils ont fait 7 matchs, quasiment 6 victoires sur 7 matchs. Enfin, Ouais, ils sont quand même capables de faire T'as des une, Oui, histoire- c'est une- vrai. t'as une Ouais, mais là- spirale qui est tellement infernale là que je vois pas remonter la pente comme C'est ça, quoi. ça. Après, ça, En tout cas, c'est dommageable pour Peter Bosch, hein, qui est un bon C'est ça, coach, mais Peter mais, Bosch, je pense que justement, il joue un peu sa tête. Donc, Ouais, ça, peut-être ça, qu'il ça, va- ça, il va- c'est le seul truc qui. pour les motiver. Ouais, Mm. mais. Ok, donc de ce côté-là, on a plus du coup une victoire du Bayern. Et Karl qui y croit et qui croit dans croit à la relance de Dortmund, ça peut. En tout cas, on espère que Dortmund va se reposer parce que on se souvient quand même que sur les 5-6 dernières années, Dortmund ça proposait un jeu Très très costaud, mais c'est très costaud. en hein, mais, Champions League, voilà, quoi, je veux dire, ouais. la Ligue des Champions, ça passe pas. Ils ont Ouais. toujours un match, ils font des nuls quand ils Ouais, jouent. voilà. toujours entre deux. C'est vrai. Donc, on espère que Dortmund va se relancer, à voir ce week-end. Ouais, hein. On peut finir rapidement sur le choc en Angleterre entre Arsenal et Manchester United. Ouais, Très compliqué à pronostiquer, mais en tout cas, on va peut-être pas le pronostiquer, mais ça va être un match très intéressant à regarder pour voir la suite du championnat. Arsenal, vraiment, s'il s'impose, en plus à domicile, s'il s'impose à C'est Manchester, ça, ils c'est vont un faire un signal très fort, très bon c'est un coup. signal fort Et en plus, ils viennent de gagner à Tottenham et tout. Ils peuvent vraiment envoyer un signal au reste de leurs concurrents. Je sais pas ce que la cadette, parce qu'il est sorti blessé hier. Oui, légèrement on, sait- blessé, on va voir Ouais, l'évolution beaucoup de de la la cadette. cadette, ouais. même si Wenger ne fait pas trop confiance, mais. Je pense qu'on peut juste dire que ça va être assez intense quand même. Ouais, je suis Ouais, assez d'accord. Moi, Ça va je être parie, un je mettrais choc quand même une petite intéressant. pièce sur l'inconstance d'Arsenal contre les gros clubs Ouais, et la ok, constance et de Manchester du coup, United une depuis le début de victoire- saison. une Je pense victoire de un gros United. succès de Ouais, United, ouais, ouais. je suis d'accord. Ok. Un Ouais, succès ouais. vraiment. Bonne analyse. Ouais. On touche à la fin de l'émission, les amis, mais avant ça, le Sporting 26 a deux choses à vous dire. La première chose, c'est qu'on a envie d'écouter votre avis sur la question qu'on va vous poser. On va vous poser une question chaque semaine, donc que je vais annoncer, et vous pourrez réagir dans les commentaires, que ce soit en dessous de la vidéo ou sur Facebook, puisqu'on postera la vidéo sur Facebook aussi. Et on sélectionnera deux commentaires dans l'émission, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, pour en débattre tous ensemble la semaine prochaine. La question est la suivante. Que pensez-vous du tirage de l'équipe de France pour la Coupe du Monde? Effectivement, le tirage aura lieu vendredi. Donc d'ici la semaine prochaine, vous aurez le temps de répondre aux commentaires. Et on décortiquera ça pour vous la semaine prochaine. On fera sans doute notre débat sur la Coupe du Monde la semaine prochaine. On attend donc vos retours et vos réactions. La deuxième chose qu'on avait à vous dire, c'est que le Sporting 27 organise au sein de Sciences Po un tournoi FIFA. Les inscriptions sont ouvertes. Allez vite vous inscrire. C'est disponible sur Google Doc. Le lien est disponible sur le mur de promo. On a deux tournois, un tournoi homme, un tournoi femme. Et celui qui remportera le tournoi pourra disputer le tournoi organisé par le CRIT
avec la chance de gagner une place pour le CRIT. Donc inscrivez-vous, c'est le Sporting qui vous offre ça et ça vous donne la possibilité de vous affronter sur ce merveilleux jeu qu'est FIFA. C'est la fin, malheureusement, de la première émission du Sporting 27. On espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, on s'est donné à fond pour vous proposer un bon contenu et on espère que vous avez kiffé. On attend vos réactions et vos commentaires en vidéo et vos retours, vos suggestions. Les gars, c'était très sympa de vous avoir. On a bien pu discuter, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin, peut-être? Bah écoute, Lyon, dauphin de Paris à la fin de saison aussi. Le débat est ouvert, le Merci. débat est ouvert. Réagissez dans les commentaires à cette phrase. On vous prépare pour la semaine prochaine de nouvelles rubriques bien sympas, vous verrez ça. On vous fera des petits teasers sur Instagram et Facebook. Suivez-nous dès à présent pour en savoir plus. Et à la semaine prochaine.